dernière conférence de cette journée du Salon Stratégie Client avec Brandbirds qui va nous expliquer comment développer le service client, le sens du client à travers toute l'entreprise. Je leur laisse la parole. Bonjour à tous. Donc je suis Guillaume Antognetti. Je suis avec Gilles et on va vous présenter notre façon et notre vision de mettre les clients au cœur de l'organisation. Et pour cela, je vous propose de commencer par des choses qui me frappent et qui me frappent depuis, vous m'entendez bien là, qui me frappent depuis plusieurs mois. Et puis ça m'a frappé encore ce matin parce que je regardais le magazine Relations Clients Mag et j'ai lu le titre d'un des articles de magazine d'aujourd'hui qui était comment ériger l'expérience client en véritable culture d'entreprise. La culture d'entreprise, la culture client d'entreprise, c'est un des sujets que je travaille avec des chercheurs depuis très longtemps. Et je suis étonné de voir à quel point tout le monde en parle, mais personne ne sait exactement de ce dont il s'agit. La preuve, ériger l'expérience client comme une culture d'entreprise, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Mais encore, rien compris. Alors vous allez dire, mais pour qui il se prend ce garçon-là? C'est lui qui va nous expliquer ce qu'est la culture d'entreprise. Eh bien oui, c'est pas moi, mais c'est les chercheurs qui le disent. Les chercheurs en parlent beaucoup. Et donc on va essayer de mettre un peu de sens derrière tout ça. Un peu plus loin dans l'article, pour justifier tout ça, on nous parle des avis en nous disant que les avis sur les portails servent à améliorer les performances de la relation client. Alors, on parle d'expérience client, de relation client, de culture client ou de service client, je ne sais plus. Les avis servent à améliorer la performance de la relation client, ce qui est juste entre nous, mais ce n'est pas le sujet de la culture encore. On n'a pas besoin de culture client pour mettre en place des avis. On n'a pas besoin de culture client pour utiliser ces avis et améliorer l'expérience client. Et pourtant, on mélange tout ça allègrement. Donc, on va essayer de mettre un peu de tri dans tout ça. Et une fois qu'on aura mis le tri, on verra, selon nous, une des méthodes pour améliorer la culture client. Allez, amusons-nous un petit peu. On va commencer par ce visuel que j'ai récupéré sur Twitter. Voilà un client Fnac qui se plaint d'un sujet. Voilà, il a acheté un boîtier. Il n'y avait pas l'ensemble des éléments, le flyer en l'occurrence. Il tweet et le community manager de chez Fnac l'envoie chier, on peut dire ça comme ça. Moi je ne suis pas chef de produit, c'est pas à moi de vous répondre. Quand on voit ça, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de se dire, bon le gars il est nul. Il a mal répondu, il n'aurait pas dû répondre ça. Ok, donc ils ont eu le mauvais community manager. Prenons un autre exemple. La SNCF, ils ont fait un truc super, ils ont organisé une ronde de bienvenue. Vous allez voir où je vais en venir. Ils ont organisé une ronde de bienvenue, c'est-à-dire qu'ils ont demandé aux contrôleurs TGV de passer dans les rames du TGV, je ne sais pas si vous prenez le TGV de temps en temps, au démarrage du TGV, juste pour accueillir les clients, pas pour faire du contrôle. Intéressant comme process à destination d'une amélioration de l'expérience client. Parce que pour améliorer l'expérience client, je demande un nouveau process à mes collaborateurs, c'est-à-dire de faire une ronde de bienvenue et donc d'utiliser l'humain comme de l'accueil et pas comme du contrôle, uniquement. La réalité de ce qui arrive, moi, je prends 5 à 6 fois le TGV par semaine, donc j'ai un petit bloc-notes. Il y en a 9 sur 10 qui ne font pas le job. Qui le font, mais ils le font mal. Ils regardent par terre, ils vont à 200 à l'heure, on a l'impression qu'ils cherchent des bons sous les sièges. Alors qu'ils sont censés faire de l'accueil. Il n'y a pas de 9 contrôleurs sur 10 qui est nul comme le gars du Fnac, là. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas dire aux individus que, individuellement, leur attitude n'est pas bonne. Pas 9 sur 10. Donc, y aurait-il pas un problème dans cette entreprise qui fait que les individus, dans leur attitude profonde, ont des mauvais réflexes, ont une mauvaise façon de suivre un comportement qu'on leur demande? Vous allez voir où je vais en venir. En fait, là où je vais en venir, c'est que la culture, c'est de l'attitude. C'est pas du comportement. Une entreprise orientée client qui a une culture client, elle va peut-être avoir des bons comportements. C'est pas ça mon sujet, c'est l'attitude. Quelle est l'attitude d'une entreprise orientée client? Je vais aller un peu plus loin. Allez, un autre exemple, ça vient de chez Total. Site web institutionnel de Total. Qu'est-ce qu'on nous dit tout en bas à gauche? On nous dit de façon péremptoire que nous voulons accueillir plus de 4 millions de clients dans plus de 16 000 stations de service le plus chaleureusement possible. C'est péremptoire. On décide de... On va tous chez Total. Et la première chose qu'on nous dit quand on est chez Total, c'est tout ce qu'on ne fait pas pour vous. On ne prend pas les chèques. Si vous êtes un motard, si vous êtes un voleur, il faut les payer avant. On ne prend pas les espèces. Si vous êtes un automobiliste, après 19h, si vous êtes un voleur, donc il faut les payer avant. Et n'oubliez pas votre numéro de pompe, sinon ça va mal se passer, franchement. Il y a d'autres manières d'accueillir plus chaleureusement les clients. Et là, c'est l'inverse, c'est l'opposition entre ce qu'on a décidé de façon péremptoire en mettant une belle affiche en disant les clients sont importants et la réalité de ce qui se passe. Et ça, c'est pas le directeur de la station-service qui a décidé ça. C'est probablement un responsable com avec, ou plutôt
un contrôleur de gestion ou un DAF avec le responsable comme sous le coude en disant, tu sais quoi, tu vas me mettre ça dans toutes les stations-service. Le directeur de la station-service qui voit ça débarrouler tous les jours, qu'est-ce qu'il se dit? En fait, j'ai des gens au-dessus de moi, en tout cas dans les services centraux, qui sont plus intéressés par autre chose que les clients, manifestement. Et si des signaux tels que ceux-là, il en reçoit tous les jours, c'est-à-dire des signaux qui viennent de son entreprise et qui lui permettent d'avoir la conviction que oui, il y a des choses plus importantes que les clients dans cette organisation. Alors son attitude va commencer à changer. Alors sa culture personnelle va commencer à changer. Les clients, ils passent après. Donc tout notre sujet, ça va être de dire si on veut transformer la culture des entreprises, il va falloir changer l'attitude de nos collaborateurs à travers les signaux qu'on lui renvoie, pas à travers l'expérience client. L'expérience client sera la conséquence positive de tout ça. Mais on mélange allègrement tout ça. Et donc moi, j'ai un bâton de pèlerin et je pars en lutte dans le désert pour lutter contre ceux qui mélangent l'expérience client et la culture client. Il y a tout à l'heure, j'ai entendu, vos collaborateurs sont-ils orientés clients? Alors qu'on se demande s'ils ont les bonnes compétences de vente dans la relation client. C'est pas pareil, la compétence et de l'attitude. Le comportement et l'attitude, c'est pas la même chose. Le sujet ici, c'est comment on va modifier l'attitude des collaborateurs. Si je m'énerve trop, vous me le dites, hein, je calmerai. Alors, on est tous excités par ça. On veut que nos collaborateurs front et back-office pensent clients quand ils vont se mettre à agir. Et donc, on va essayer d'agir sur leur comportement à travers de la formation, à travers des process, et on a raison de le faire. La preuve, la ronde de bienvenue, c'est quand même vachement bien pensé, ça. Mais ce que les chercheurs nous montrent depuis des années, c'est qu'on a des attitudes qui vont engager, qui vont être des préalables puissants à nos comportements. On ne dit pas aux gens de sourire, on leur donne envie de sourire. C'est pas parce que vous embrassez votre femme que vous l'aimez. Et donc, on ne peut pas dire « embrasse-moi et du coup j'aurai l'impression que tu m'aimes ». Ça ne marche pas, ça. Et donc, on ne se pose jamais la question dans les entreprises de comment on peut changer les attitudes des collaborateurs et les comportements suivront, je vous garantis. C'est un peu comme si on décidait de chercher des graines, de belles plantes, à planter dans des terreaux qui ne sont pas fertiles. Il vaut mieux s'intéresser à la qualité de nos terreaux et les belles graines viendront après. Aujourd'hui, on passe beaucoup d'énergie, de temps et d'argent à chercher les graines et pas suffisamment à travailler le terreau. Alors vous allez me dire, l'attitude c'est quoi? Alors c'est pas moi qui le sais, hein, pour le coup, c'est les chercheurs, si ça vous intéresse, je vous donnerai les références. Ils ont dit deux choses. D'abord, les attitudes, c'est comme je l'ai un peu dit avec mon exemple de Total, eh bien c'est l'ensemble des signaux que je reçois moi, collaborateur de mon entreprise, et qui me permettent, par couche de sédimentation successive, d'avoir une conviction que oui ou non, les clients sont importants, fort de ce que je regarde et ce que j'observe, et ce qu'on me dit dans l'entreprise. On va parler de process, de pratiques, d'organisation, on va y revenir. Et ça forge les attitudes des collaborateurs, je vous garantis. Hein. Les notaires n'ont pas la même culture client que les vendeurs de chez Decathlon. Alors, je me permettrai de parler Decathlon, j'ai bossé là-bas pendant 5 ans, j'étais patron de l'intelligence client du groupe Decathlon. Et donc bosser dans une entreprise qui est génétiquement orientée client vous donne de l'énergie, de la force pour essayer de faire pareil avec les autres. Un, c'est qu'est-ce que mon collaborateur je perçois de mon entreprise à travers les codes, les messages qu'on me donne, volontairement ou involontairement. Mais il y a aussi moi en tant qu'individu, moi et ma culture. Mais oui, vous savez, les petits Américains, depuis qu'ils sont gamins, ils voient dans les séries télévisées des blacks qui font des meurtres. Ils le voient, hein, c'est comme ça. Et on leur a jamais dit, les blacks sont détruants. Mais la culture américaine fait que oui, ils sont racistes. Et bien c'est comme ça, c'est leur culture. Et bien dans l'entreprise, et vous en tant qu'humains et collaborateurs, et ben on a tous été élevés dans une certaine culture. Et pour certains d'entre nous, le mot client, la dimension client renvoie à quelque chose qui est spontanément positif et pour d'autres, c'est plutôt négatif. Et bien cette attitude des individus qui leur est personnelle et ben, constitue aussi la dimension de la culture client de nos collaborateurs. Donc autrement dit, en résumant, on a deux types de culture. On a la culture de l'entreprise telle qu'elle est perçue par les collaborateurs et on a la culture des collaborateurs eux-mêmes. Ça se mesure, ça, c'est la bonne nouvelle, ça se diagnostique. L'outil s'appelle le Customer Orientation Score. Ce n'est pas le sujet de la conférence, mais vous allez voir pourquoi je vous en parle. Ça se mesure, ça se diagnostique. Aujourd'hui, 90 entreprises ont fait le test. 20 000 collaborateurs en France ont passé le test. 1500 top managers, 80 comités de direction dont on connaît le niveau de culture client. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que maintenant, on a à peu près une idée assez claire du niveau de culture client des entreprises en France. Et qu'est-ce que ça nous dit?
Ça nous dit que sur la première grande dimension de la culture client d'une organisation, j'ai inventé aucun critère, aucune dimension. L'outil COS a été mis en place par Daniel Ray, qui est un chercheur de Grenoble École de Management. Opposable au tiers, publiable dans les revues à comité de lecture. Pour le coup, c'est pas moi, c'est pas un truc de consultant. Allez voir, ça s'appelle le COS, son entreprise s'appelle Academics for Business, il s'appelle Daniel Ray. Qu'est-ce que ça dit? Il y a toute une série d'indicateurs qui concernent l'impulsion stratégique, c'est-à-dire le rôle des managers et du top management et du middle management sur la diffusion de ces messages-là et leur exemplarité. Qu'est-ce que nous dit le premier bilan sur les 20 000 personnes? D'abord, on a une note de 37 sur 100. Ça ne veut rien dire, mais vous allez voir, après on va les comparer à d'autres. Globalement, on peut dire que le niveau est moyen-moins. Et pourquoi moyen-moins? Parce que, les collaborateurs perçoivent énormément de ce qu'on appelle du customer washing. Customer washing, c'est mes patrons en parlent, mais s'en foutent. C'est l'exemple de Total. 2, la mise sous pression client. Alors mes patrons ont décidé de mettre une bonne pression en mettant du NPS dans mes indicateurs, et ils s'en lavent les mains, ils ont fait le job. Et donc on confond préoccupation client et mise sous tension et mise sous pression client. Et enfin, un vrai déficit d'exemplarité, le nombre de fois où on entend des patrons ou des top managers ou des middle managers vus par les collaborateurs comme étant des gens qui viennent mettre la pression, mais quand il y a une visite à faire, il y a un problème client, et plutôt que de se redresser les manches, ils mettent la pression sur l'équipe en disant va t'en occuper, ils s'en occupent même pas eux-mêmes. Déficit d'exemplarité. Donc voilà la première faiblesse des entreprises en France. Là où ça va un peu mieux, c'est un score qui monte jusqu'à 46 en moyenne, et quand je dis en moyenne, on en a qui sont en négatif, qui sont en dessous de 0. Mais globalement, ça va pas trop mal, même si on en observe des faiblesses sur la faiblesse de l'autonomie délivrée aux collaborateurs. On ne peut pas être anti-client si on demande aux collaborateurs d'entrer dans des cases et de respecter les process comme des robots. Certaines entreprises jouent l'autonomie, en moyenne, c'est pas encore terrible. On a un middle management qui vit très mal le processus qu'on est en train de vivre, qui consiste à avoir tout seul sur la pression, sur les épaules, la rentabilité, le plaisir des collaborateurs au travail et la satisfaction des clients. Ils commencent à en avoir ras la casquette et ça se sent dans ces diagnostics-là. C'est une population qui est en souffrance. Et donc, concernant l'empowerment, c'est une population la plus faible dans la mesure dans le diagnostic de culture client. Et puis encore du cynisme commercial dans pas mal d'entreprises où on se dit oui, les clients c'est important, mais enfin la rentabilité ça l'est plus. Et je ne dis pas qu'il faut les opposer, parce qu'il y a des entreprises qui arrivent bien à caler les deux et les emboîter, certaines pas du tout. Et le nombre de collaborateurs qui sont encore convaincus que la rentabilité est plus importante que la satisfaction client, et c'est dramatique en matière de culture client, et je ne parle que de ça ici. La vraie faiblesse, et c'était une vraie surprise pour nous, sur 90 entreprises et 20 000 réponses, c'est la connexion client. C'est une dimension ultra importante de la culture client, à savoir les entreprises orientées clients, c'est des entreprises qui sont capables, en tout cas telles que les collaborateurs le perçoivent, à se brancher sur les clients, les écouter, analyser, partager l'information entre tous, et pas uniquement au service études marketing. Et enfin, et surtout, utiliser cette connaissance client pour progresser. Sur cette dimension-là de la connexion client, les entreprises en moyenne en France sont vraiment déficitaires. Et pourtant, vous avez un paquet d'outils aujourd'hui, si on enlève les études marketing, qui poussent la voix du client au sein de l'entreprise. Comment se fait-il que les avis sont en train de se développer, que le NPS est en train de se développer, tout le monde en parle, jusqu'au commercial et aux vendeurs, tout le monde parle de la voix du client, et pourtant, le sentiment intégré par les collaborateurs que les clients sont au centre de notre préoccupation, à travers la voix du client, est encore trop faible. Ça, c'est une des questions avec lesquelles on s'est posé, la question qu'on s'est posée avec Gilles, et on a travaillé sur cette question-là. Nous, on vient de Côté Client, notre institut, c'est Côté Client. Vous avez Brandbirds, dont on va vous parler, qui est une sorte de cellule un peu start-up au sein de Côté Client. Et donc, dans notre métier qui est de faire justement de la connaissance client, on se dit, mais enfin, on n'arrête pas de faire des enquêtes tous les jours pour les clients, et les collaborateurs ont le sentiment qu'on n'écoute pas les clients, qu'on ne les comprend pas, l'information n'est pas partagée et surtout l'entreprise n'utilise pas ces informations pour progresser. Élément indispensable pour booster ce critère qui est la connexion client dans la culture des collaborateurs et donc dans la bonne attitude, je reviens à mon chapeau, pour pouvoir agir. Donc je vais laisser Gilles juste vous présenter, mais de ce constat-là, ce qu'on en a fait. C'est clairement une prise de conscience pour nous, ce déficit de la connexion client, alors qu'aujourd'hui on est dans un monde où il n'y a jamais eu autant d'outils. Globalement, il y a une profusion d'outils pour connaître les clients, pour comprendre les clients. Et Guillaume parlait du NPS notamment. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui on a énormément d'outils, et le salon même aujourd'hui en est un très bon exemple. Il y a une énorme quantité d'outils, et en même temps, il n'y a jamais eu autant probablement de pauvreté dans ce qu'on comprend du client et de ce qu'on en fait dans l'entreprise. C'est-à-dire que globalement, on ne l'utilise pas,
et ça n'est pas utilisé de manière suffisamment diffusée dans l'entreprise. Et pour ça, pour expliquer ce paradoxe, il y a 2 raisons majeures qu'on a identifiées. La première, elle vient du côté des collaborateurs. Les collaborateurs, ils ont des difficultés à utiliser les sources clients, que ce soit les études, les NPS, etc., les différents indicateurs auxquels ils ont accès, notamment parce que les contenus ne sont pas adaptés à leur métier. Je prends un responsable de l'offre d'une enseigne, par exemple, il n'a pas forcément les bons éléments, les bons outils pour aller plus loin et prendre des décisions. Il a éventuellement un NPS qu'il voit évoluer à la hausse, à la baisse, etc. Mais c'est un thermomètre, ça ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Donc globalement, il n'y a pas les contenus qui peuvent l'aider très concrètement pour améliorer sa pratique, améliorer son métier. Et puis très clairement, il n'y a pas d'usage de ces outils. Est-ce que vous voyez dans vos entreprises des gens véritablement utiliser les outils clients que sont les analyses de satisfaction, de NPS, etc. Donc pour nous, ça c'est un premier élément très important parce que si on veut que la connexion client se fasse dans les entreprises, il faut que les collaborateurs puissent avoir des outils adaptés. De l'autre côté, on a un autre diagnostic qui est du côté des clients eux-mêmes, des consommateurs. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il faut que, si on veut créer de la connexion client dans les entreprises, il faut que les clients eux-mêmes, les consommateurs, puissent donner leur avis régulièrement, souvent, de manière permanente et par tous les clients. C'est un point extrêmement important. Parce qu'au final, le diagnostic qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a des outils autour de la connaissance client, mais que ces outils sont des outils qui sont à la fois froids et distants. C'est-à-dire que quand j'ai mon score NPS, ça ne me dit rien. Je suis très loin des clients, ça m'éloigne du client. Et c'est froid parce que je n'ai pas la chaleur des contenus que pourraient m'apporter les clients. Donc notre sujet à nous, c'est comment, avec des nouveaux outils, on va recréer de la proximité entre les collaborateurs et les clients, de la proximité et de la chaleur au sens de contenu. Qu'est-ce que je vais avoir comme contenu véritablement concret, opérationnel, qui vont nous parler à nous en tant que collaborateurs. Donc globalement, on a imaginé un outil qui doit répondre à ces 2 besoins-là. Du côté des collaborateurs, avoir une facilité à poser des questions à ses clients. Il faut que ce soit très simple, il faut que ce soit très rapide. Je ne peux pas me permettre d'attendre 1 mois et demi pour savoir si mon opération commerciale, ma communication, etc. fonctionne ou pas. J'ai besoin de retours très rapides. Et il faut que ce soit simple dans la gestion de l'enquête que je veux mener. C'est le premier sujet pour les collaborateurs. Et le deuxième sujet pour les clients, parce qu'aujourd'hui, la relation d'enquête, elle est quand même assez unilatérale. Vous en conviendrez. En général, c'est des entreprises qui pompent l'avis du client sans jamais lui faire de retour. C'est très, très unilatéral. Ce modèle-là va s'effriter, va disparaître dans quelques années, c'est évident. Aujourd'hui, on voit que les taux de réponse aux enquêtes diminuent d'année en année. Et c'est normal. Qu'est-ce qu'on a en tant que répondant comme récompense quand on a répondu à une enquête? On a servi la marque, on a servi l'enseigne, on lui a donné le meilleur de nous-mêmes, on a donné notre avis, et derrière, on n'a rien. Donc, il est extrêmement important que les entreprises comprennent que les gens ne répondront plus et qu'ils ne répondront pour une seule raison, c'est qu'ils auront une valorisation de leurs réponses, au sens où ils se sentiront reconnus comme étant co-constructeurs de la marque, co-constructeurs de l'entreprise. Voilà, donc on a imaginé un outil qui permet à la fois de développer son propre panel en tant que marque, un panel en mobilité, de clients en mobilité. Deuxième élément, c'est que l'application qu'on a imaginée, qui s'appelle Brandbirds, permet de collecter des retours puissants au moment de l'expérience du client et pas 15 jours après à travers un questionnaire qui dure 35 minutes, mais avec un questionnaire très court qui a lieu au moment de l'expérience. Expérience en magasin, expérience d'usage du produit. On peut imaginer un certain nombre d'expériences, évidemment. Vous voyez un certain nombre d'exemples de ce que montre Guillaume. Et puis, des questionnaires qui sont courts, ludiques et adaptés, modernes. Globalement, on n'a plus des questions avec des batteries de 25 items qui sont imbitables, il faut être clair. Quand on répond à ce genre de questions, c'est quand même une torture. Donc on a imaginé
d'autres types d'indicateurs plus modernes, comme par exemple ce cœuromètre que vous voyez, qu'on peut faire grossir. Plus on aime un produit ou une marque, plus on fait grossir le cœur ou on le diminue. Voilà un certain nombre d'exemples. Le mieux, c'est que vous la téléchargez, elle est sur les stores aujourd'hui. Il y a des missions qui ont été en plus mises en place ce matin pour Fnac, pour Jennifer, pour Jules, d'autres enseignes qui sont en train de démarrer sur l'application. On a commencé au mois de janvier, on a eu 3000 actifs au mois de mars. Donc ça va très vite, évidemment, parce que ça permet à chaque marque, comme Jules vous l'a dit, de paneliser ses propres clients. Les panels sont propriétaires de la marque. Et là, vous avez l'exemple de Fnac. Fnac, ils ont mis les clients qui sont dans le panel Fnac appartiennent à Fnac. Et personne ne peut aller parler à ses clients Fnac. Sauf si un client Fnac décide de dire bah, tiens, moi je vois qu'il y a Jules, j'aime bien Jules, est-ce que je peux y aller? Alors il demande l'autorisation à Jules de rentrer dans son panel. Et vous n'imaginez pas le nombre de panélistes qui ont envie de jouer avec les autres panels. Et du coup, en tant que consommateur, je suis sollicité par les marques que j'ai choisies. Et les marques ont accès à leur panel de clients, qui va être renforcé par l'entrée dans le panel de clients qui ne sont même pas porteurs de la carte de fils, s'ils ont invité des clients porteurs de la carte de fil. Donc on est en train d'inventer la nouvelle place de marché des enquêtes, qui est totalement mobile. Et comme le dit Gilles, la mobilité, ça permet évidemment d'être sur le cœur de l'expérience in situ pour comprendre magasin, mais aussi les amis sur son canapé. Gilles va vous présenter l'exemple d'une étude pour Jennifer. Les jeunes filles de 16 à 20 ans, elles ne vont pas sur un lien web pour répondre à un questionnaire. Donc par contre, la notification sur leur mobile, elles le font sans aucun problème. Rapidement, on vous donne 3 exemples, effectivement, de ce qu'on a fait avec l'application autour d'un certain nombre de panels. Vous voyez, là, on est typiquement dans le cas de la restauration rapide sur des moments d'expérience. On n'a aujourd'hui aucun moyen de faire des enquêtes sur l'expérience à chaud des consommateurs qui sont en train de nous dire la température du restaurant, la fraîcheur des ingrédients, le goût, etc. On peut leur poser la question 3 heures, 5 heures, 24 heures après. Là, on est au moment de l'expérience. C'est ça l'intérêt particulier de cette approche et partout en France, puisque le panel, évidemment, est sur tout le territoire. Si on voulait faire ça avec une autre méthode d'enquête, il faudrait des enquêteurs en face à face dans tous les restaurants qu'on ne citera pas. Deuxième exemple, c'est celui de Jennifer. Effectivement, là, on est sur une cible beaucoup plus jeune qui est très accro à son portable et qui répond très facilement à ce genre d'enquête et qui peut vous répondre à la fois sur les panoplies qu'elles apprécient le plus, mais qui peut, dans la foulée, si ces jeunes filles sont chez elles, vous envoyer des photos de leur panoplie à elles, chez elles, dans leur vestiaire, dans leur garde-robe, leur panoplie préférée. Et dernier exemple, c'est celui de Jules, où on a demandé aux clients de Jules d'aller évaluer une nouvelle collection capsule dans les magasins. Et vous voyez ce qu'ils peuvent répondre très rapidement. En quelques heures, en fait, on a des retours très rapides de ces différents clients. Et donc, c'est intéressant, cette capsule Urbanizer, parce que le chef de marché n'aurait pas eu la possibilité ni l'argent de demander une enquête que pour ça. C'est pour ça qu'on appelle ça de la votation permanente. C'est-à-dire qu'il a pu, le premier jour du lancement de cette collection capsule, envoyer ses clients au magasin et commencer à sentir s'ils pouvaient pousser les commandes ou pas. Et donc c'est là qu'on change la vie. Et pourquoi on change la vie? On change la vie du business et de la rentabilité de l'entreprise, certes, mais moi je parle de culture. Pourquoi je parle de culture? Parce que plus personne dans l'entreprise n'a plus aucune raison, aucune excuse de ne pas se connecter avec ses clients pour agir. Et je vous rappelle que la faiblesse de l'entreprise tout à l'heure sur la connexion client, c'est on ne connaît pas bien nos clients et on n'utilise pas bien l'information pour agir. Là, on leur donne un outil au quotidien, facile à manier, pour utiliser l'information client pour action. Et chez Jules, c'est les équipes merchandising, communication, offre, qui utilisent l'outil régulièrement avec un certain nombre d'enquêtes qu'ils ont prévues dans les semaines et mois qui viennent. Donc là, c'est plutôt clair, je pense, l'objectif de l'outil. Mais nos clients nous ont demandé d'aller beaucoup plus loin, et ça, pour le coup, on ne l'avait pas imaginé nous-mêmes. Ils se sont dit, mais pourquoi on ne mettrait pas l'appli dans les mains de nos collaborateurs? Vous savez, nos collaborateurs, on en a 1500 sur le terrain. C'est Jules qui a commencé, pas Jules, c'est Gémeaux qui nous a commencé à me dire ça. Moi, mes collaborateurs vendeurs, ils voient les clients tous les jours. Je dis, mais enfin, c'est pas con cette histoire-là, pourquoi on ne mettrait pas nos collaborateurs dans la démarche? Parce que oui, ils passent la plupart de leur temps au contact des clients. Ce n'est pas une mauvaise raison. 2, ils sont sur place, ils ont les yeux partout. Vous savez, quand vous voulez savoir si un nouveau mobilier ou un nouveau service, je sais pas pourquoi, une nouvelle offre,
fonctionne. Ah, certes, on peut faire une enquête client, mais on peut demander aussi à nos collaborateurs qui sont sur le terrain de nous remonter l'information. Et puis eux, ils ont plein d'idées. Ils sont au contact de notre travail tous les jours. Pourquoi on ne les solliciterait pas? Ah ben, bonne idée. Et du coup, on a créé Brandbird Biz. C'est le même système, sauf que ce n'est pas une appli grande conso. C'est une appli qui est réservée aux collaborateurs d'une marque donnée. Et donc, dans Brandbird Biz, les collaborateurs sont invités à créer un compte avec une adresse mail qui est la leur. Et du coup, ils n'ont accès qu'aux missions, aux enquêtes de leur marque, poussées par le responsable des ressources humaines, le directeur marketing, le directeur du réseau, le responsable de l'offre. N'importe qui peut se connecter partout, tout le temps avec ses collaborateurs. Pas sur leur mobile pro, comme on entend dire, mais sur leur mobile perso. Ils ne sont pas obligés de le faire, ils le font s'ils en ont envie. Et donc, ils adorent ça, parce que, on les écoute, ils sont au centre des décisions, et surtout, entre nous, ça permet de remonter de l'information client à moindre coût. Un exemple sur la voix du client, ce que j'appelle la voix du client, du point de vue des collaborateurs. On a fait un test, justement, c'est pour l'entreprise Gémeaux. Donc, 1500 collaborateurs, en violet, nous ont donné la hiérarchie des actions, des idées que Gémeaux avait, c'est pas la peine de rentrer dans le détail, sur un nouveau service pour les enfants, voilà, pour occuper les enfants pendant que les mamans font les courses, ou les papas. Et on a demandé la même question aux clients. Donc la question aux collaborateurs, c'était, à votre avis, les clients veulent quoi? Et on est allé voir les clients en disant, vous voulez quoi? Bon, je vous laisse découvrir, mais le ranking, il est globalement pareil. Les services stars sont identifiés par les clients comme par les vendeurs. Et la question, ce n'est pas vous, vendeurs, qu'est-ce que vous voulez, c'est, à votre avis, qu'est-ce que les clients veulent? Et ça marche très bien. Les yeux partout, c'est tout simple. Comité de direction, on est en train de se poser la question sur les boîtes à chaussures. Franchement, est-ce qu'on continue à faire des boîtes à chaussures ou pas? Parce qu'il y en a qui disent dans le comité d'élection, moi, ma grand-mère, ma belle-sœur et mon oncle n'arrêtent pas de me dire que les boîtes à chaussures, ça sert à rien, ils les laissent à la sortie du magasin. Oh, tu crois, Marc? Oh, bah oui, j'en sais rien, on discute pendant 2 heures. Eh ben, on n'a qu'à demander. Les vendeurs, ils le savent, ça, ils le voient tous les jours. C'est bon, on a la réponse. Sujet suivant. Ça va tellement plus vite. 1500 réponses en 2 jours auprès des collaborateurs. Et enfin, ce sont des acteurs engagés et leur avis n'est pas inintéressant pour faire progresser l'entreprise. En l'occurrence, l'exemple était tout simple. C'est selon vous, comment doit-on évoluer avec nos boîtes à chaussures? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information? Eh bien, il y en a quand même plus de la moitié qui nous disent, tiens, ça serait bien de me parler de la provenance de nos produits. Ben, c'est pas con, ça. C'est quand même pas bête. Et donc, il suffisait d'y penser. Et on a toujours tendance, nous, en tant qu'institut d'études, à vouloir interroger les clients. Mais donnons à nos collaborateurs un outil aussi simple que ça. Ils vont réagir très vite à des campagnes de com, à des solutions qu'on peut leur proposer. Ou même, qu'est-ce que veulent les clients? Eux, ils le savent souvent bien mieux que nous. Voilà, j'en ai terminé pour vous dire que notre conviction, on parle de culture client, c'est que ces 2 outils-là, il y en a plein d'autres probablement. Nous, on a imaginé ces 2 outils-là comme étant des vrais vecteurs pour enfin développer cette faiblesse dans l'entreprise qu'on appelle la connexion client, qui est un levier de la culture client fondamentale. J'insiste, pas de l'expérience client, c'est un autre sujet, de la culture client. Si on arrive à faire ça, tous les collaborateurs auront plus de chances de se dire à un moment donné, mais oui, en effet, les clients, c'est quand même très, très important dans cette entreprise. Et donc, quand il y a une décision client à prendre, qu'elle soit processée ou non processée, il y a plus de chances que ça se fasse dans l'intérêt du client. Voilà. Merci à vous. Bon, on est allé très vite, on est à votre dispo. Jérémy est derrière, il pourra vous donner des brochures s'il y a besoin. Et si vous avez des questions, bien entendu, on est ravis de vous répondre. Bonjour, merci pour cette présentation vivante qui change un peu. Par rapport aux salariés, vous nous avez dit, là chez Gémeaux, il y en a 1500 qui ont répondu, mais c'est des questions qui sont vraiment tournées clients. Mais par exemple, vous avez dit, ils mettent des nouveaux mobiliers et ils doivent voter sur le nouveau mobilier. Est-ce qu'ils ne sont pas à ce moment-là, pris, comme vous parliez tout à l'heure du middle management, tiraillé entre dire si je réponds bien, ils vont me dire. Enfin, est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir peur de répondre? Ouais, on anonymise les réponses de toute façon. Nous, d'accord. Ouais. C'est anonyme, quoi. Ah oui, complètement. Ok. Ouais.
Je l'ai téléchargé, j'ai pris le cas de la FNAC, je dois être au moins à la 20e question. Est-ce que du coup c'est des questionnaires, quelque part si là je m'arrête, est-ce qu'on a quand Oui. même... Vous pouvez le reprendre. Et on peut le reprendre Il est en plus offline tard. en fait. L'avantage de l'appli, c'est que vous êtes en offline. Donc ça veut dire que vous pouvez le faire même sans réseau. Et quand vous récupérez du réseau, vous reprenez. Quand vous allez supprimer vous allez sortir de l'appli. Ce soir, vous avez du temps, vous allez rentrer dedans et vous vous demandez, voulez-vous reprendre à zéro ou reprendre là où vous en étiez? D'accord. Et le magasin va le recevoir, j'imagine? Alors c'est pas direct, Enfin, ça passe pas par nous. direct, Ouais. mais Ouais. à une période assez régulière, j'imagine. Ouais. Et du coup, c'est ça Et moi, en tant qu'utilisateur, finalement, ça m'apporte quoi? Ah bah, bonne question, merci. Parce que vous l'avez dit tout à Ouais, l'heure. on et n'a pas j'attendais la... Bonne question. On propose aux marques elles font comme elles le souhaitent. Elles peuvent proposer un nombre de points qui vont se transformer en ce qu'elles veulent. Certains des invitations des événements, d'autres à des bons d'achat, d'autres des bons de réduction, d'autres rien du tout parce qu'elles ont décidé de rien donner. Donc c'est ce qu'on appelle dans l'application, vous verrez, il y a une cagnotte. Vous allez cagnoter les points et chaque marque cagnote comme elle veut. Et deux, vous avez un historique. Et quand vous irez dans votre historique, parce que nous on va valider votre réponse pour vérifier que vous n'avez pas fait ça sur un salon plutôt qu'en magasin. Et donc parce qu'on va géolocaliser, on va vérifier les photos. Et quand on aura validé votre réponse, vous aurez accès. On propose à la marque d'avoir une boîte de dialogue pour revenir vers vous en disant on a analysé les réponses, on a décidé que, on a appris que. Mais ça, nous, on pousse les marques à le faire. Si elles ne veulent pas le faire, elles peuvent. Voilà. Mais on pousse les marques à revenir vers vous, les répondants, pour vous donner de l'information dans la partie historique de l'appli. D'accord. Et les verbatim, puisqu'il y a des textes libres. Les textes sont libres. Ouais. Ben, nous, on vérifie que. Il y a des analyses. Oui, alors après, on rentre dans le métier des études et de l'analyse. Ouais. Alors aujourd'hui, on a mis beaucoup d'énergie et d'argent d'investissement parce qu'on a emprunté. On a une PME qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a emprunté 800 000 euros. Parce que moi, j'ai embauché les équipes techniques. On ne sous-traite pas la prod. Parce qu'en fait, c'est un aller-retour permanent entre de l'intelligence étude et de l'intelligence technique. Donc les équipes techniques sont chez côté client, il y a 5 ingénieurs maintenant. Et donc, on a beaucoup investi sur ce que vous voyez, le module. Et maintenant, on est en train d'investir sur le back-office, c'est-à-dire la gestion des données, la mise en forme des données et de façon visible, interactive et immédiate en back-office web. Mais ça, c'est en cours de développement. Pour l'instant, c'est de la bécane chez nous. Ok. Merci. Plaisir. Donc on a un nouveau Fnac, Birds Fnac, là, c'est cool. C'est bon? Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.